deux créatures mangeaient tranquillement autour d'une table. L'une d'elles était un squelette avec la tête disloquée et retournée, dont on aurait pu sentir une odeur immonde de corps en décomposition, maladroitement masquée par un parfum. Ce squelette était habillé d'un costume bleu, à rayures orange, et essayait maladroitement d'allumer un cigare. L'autre était un homme d'une trentaine d'années, plutôt beau, coiffé les cheveux en arrière, portant un habit rouge foncé assez neutre. Comme son ami, il puait, mais d'une odeur d'essence, de diesel. Et si l'on écoutait bien, on pouvait entendre des petits cliquetis sortir de son corps. Ces deux êtres étaient des créatures qui n'ont plus rien d'humain. Ils ont tout abandonné pour rester en vie, violents, pillant et déshonorant tout ce que les humains considèrent comme sacré. Ils ont été jusqu'à abandonner leur nom. Pour se reconnaître, ils utilisent des descriptions. L'homme à l'odeur d'essence se faisait appeler celui qui croit. Et le squelette à la tête retournée était connu sous l'appellation de celui qui attend. Nos deux croque-mitaines, comme les humains aiment les appeler, vivent en dehors de la société. De temps en temps, celui qui attend allait rendre visite à son ami dans son manoir, pour lui narrer ses mille et un problèmes. Il trouvait toujours le moyen de se plaindre, mais jamais il n'agissait pour les régler. Celui qui croit, lui, se contentait d'écouter les problèmes de son ami en buvant son thé. Aujourd'hui, celui qui attend se plaignait comme à son habitude. À cause de son odeur, personne ne voulait l'approcher, même les autres croque-mitaines. Il avait d'ailleurs la réputation d'être assez stupide et puant, ce qui n'était pas un grand avantage pour rencontrer une partenaire. Après plusieurs dizaines de minutes de râlement, celui qui attend se tourna vers son ami pour lui demander conseil. Celui qui croit se frotta la tête et réfléchit quelques instants, avant d'avouer qu'il n'avait pas connu beaucoup de femmes, qu'il les marquait au point d'en tomber amoureux. Néanmoins, il voulut quand même lui raconter l'une des rares fois où une femme l'avait laissé bouche bée, en lui expliquant que cette histoire pourrait lui être très utile. C'était il y a des années. Je crois qu'il n'était qu'un jeune scribe à l'époque, qui semblait avoir une vingtaine d'années, parti à l'étranger pour une mission diplomatique. À cette époque, il se faisait appeler Saladin. C'était un temps lointain, un temps où il vivait parmi les humains. Il avait petit à petit réussi à rentrer dans le monde de la politique de son pays, pour pouvoir servir d'assistant à un diplomate en mission. Le diplomate en question se nommait Constantin. C'était un grand homme à la longue barbiche. Il avait dépassé depuis longtemps la quarantaine, comme le montrait la blancheur de sa barbe. C'était un homme droit et honnête. Il savait mettre les gens en confiance. C'est pourquoi il était très bon diplomate. Il était très respecté par ses pairs et surtout par Saladin. Ils arrivèrent, après plusieurs jours de voyage, à un immense palais doré. Autour de lui et Constantin se dressèrent plusieurs hommes armés, leur bloquant le passage. Chacun de ces hommes portait d'étranges tatouages qui rappelaient un dragon. À vrai dire, le pays dans lequel il venait d'arriver se nommait Nargama. Et malheureusement pour nos deux protagonistes, Nargama était sous une dictature à l'heure de notre histoire. Après quelques soucis avec la police locale, ils furent sauvés in extremis par un garde plus gradé, qui reconnut nos deux compères et les tirèrent de leurs assaillants. À Nargama, la plupart des gens étaient torse nu, ou en habit simple. La chaleur ambiante ne leur permettait pas de mettre quelque chose d'autre. Saladin avait eu le temps d'observer longuement les humains, et dans la plupart des pays où il était allé, les humains se différenciaient par leurs habits, des riches coutures dorées aux hauts placés, aux simples pagnes des mendiants, en passant par les lourdes armures des guerriers. Mais ce qui permettait aux Nargamaciens de différencier leur appartenance ou leur rôle était un tatouage d'animal sur leur torse pour les hommes ou sur leur dos pour les femmes. L'animal sur le tatouage déterminait leur rôle, et la taille du tatouage démontrait l'importance de sa tâche. Là où les soldats avaient un petit dragon sur leur torse, le tatouage de l'homme qui avait sauvé les deux diplomates était un gigantesque dragon qui recouvrait entièrement son torse et débordait un peu sur ses bras, montrant son importance et son influence aux gardes. Saladin et Constantin furent conduits au palais. Le palais était fait entièrement en matériaux précieux. Tout scintillait, tout brillait. Ils arrivèrent à un grand banquet. De nombreuses personnes étaient autour de la table, tous un verre à la main. Leur verre contenait une boisson rougeâtre, une sorte d'alcool très fort. Tout le monde semblait obligé d'en boire, c'était une sorte de tradition.
Constantin remarqua très vite cela et avertit tout de suite son assistant, pour qui il savait qu'il ne tolérerait de boire une seule goutte d'alcool. Constantin lui demanda de boire de l'alcool quand même si sa religion lui interdisait. Il pourrait toujours se repentir ou se faire vomir plus tard. Saladin fit mine d'accepter pour ne pas décevoir son mentor. Mais, une fois à table, quand tout le monde but en même temps, Saladin mima le fait de boire alors que le liquide rouge glissait sur sa joue pour terminer sa course dans son col. Fier de ne pas avoir bafoué ses pratiques, il essuya sa joue pour masquer toute l'épreuve. Son mentor ne semblait pas l'avoir remarqué et félicita Saladin. Pour ça, il s'excusa de l'avoir obligé de boire, mais pour éviter un incident diplomatique, c'était tout de même nécessaire. Alors même que Constantin venait de finir sa phrase, il se tut et regarda en face de lui. Saladin lui répondit, mais Constantin restait bouche bée. Saladin remarqua alors que tous les autres invités étaient dans le même état que son mentor, tous bouche bée, regardaient tous dans la même direction. Il suivit leur regard, et au bout de celui-ci se tenait une femme, une très belle femme. Elle sortait de nulle part, sans aucune explication. Tous les invités se levèrent pour aller la saluer, puis la toucher, pour finir par essayer de l'embrasser de force. Tous semblaient être tombés fous amoureux d'elle, et se bousculer pour pouvoir la toucher. Saladin restait incompréhensif devant cette scène. Il regardait son mentor se précipiter aussi vers la femme, et se demanda si ce n'était pas une étrange tradition de ce pays, et si il ne devait pas faire de même. Mais quand la mystérieuse femme a arraché la tête d'un des invités pour l'engouffrer dans sa minuscule bouche, Saladin comprit à qui il avait affaire. Un croque-mitaine. Elle commença à dévorer tous les invités qui s'approchaient d'elle, hommes et femmes. Plus elle mangeait, plus elle grossissait, et plus elle se métamorphosait en un énorme porc bien gras. Une fois qu'elle eut fini de dévorer tout le monde, une dizaine de femmes avec un tatouage de cochon dans le dos arrivèrent, portant une coupe. Elles mirent la coupe devant le monstre, avant que ce dernier ne vomisse une marée rouge, jusqu'à ce que toute la graisse du monstre ait disparu et qu'elle ait retrouvé forme humaine. Après ce terrible spectacle, les femmes qui portaient la coupe disparaissèrent, ne laissant que Saladin et la femme cochon redevenue magnifique. Nos deux personnages se regardèrent, se défiaient du regard. L'un comprenant dans quel pays il venait d'arriver, l'autre se demandait pourquoi il restait un survivant de son étrange repas. Quand soudain, Saladin tourna le dos à la femme et sortit du château. Une grande tristesse l'envahit. Son mentor et meilleur ami venait de mourir et de servir de repas à un monstre, et il n'avait rien pu faire pour l'en sauver. Et même après, une fois que le monstre cochon avait retrouvé forme humaine, il eut trop peur pour lui faire face, et préféra la fuite. De longues larmes coulèrent sur ses joues, parce que ce dont il avait le plus honte, c'était que pendant que la mystérieuse femme dévorait ses collègues et qu'elle se transformait en monstre porc, il eut une érection.